Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo, nouvelle vidéo pour le décryptage des énergies de la dernière pleine lune de l'année, qui aura lieu le 14 décembre prochain, mercredi, à 1h07 heure de Paris, heure du matin. Alors, il y a plein de choses à dire, parce que d'abord c'est la dernière pleine lune de l'année. Et qu'ensuite, je voudrais vraiment attirer votre attention sur ces énergies qu'on va rencontrer et le fait qu'on puisse les retrouver sur tout un tas de supports. Donc, je vais passer en revue ce que j'aime bien faire de façon transversale. L'astrologie, on va commencer par peut-être un tout petit bout de numéro qu'on reprendra après et qu'on mettra en parallèle avec deux tarots que j'affectionne tout particulièrement depuis toujours, qui sont le tarot de Marseille et le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Voilà, donc on va commencer donc effectivement cette dernière pleine lune de l'année. C'est une pleine lune qui est d'abord encore une super lune. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore partie très très loin de la Terre, elle est encore très proche. Donc au niveau de distance, elle est encore pas aussi proche qu'il y a un mois, mais elle est encore très très proche. Ce qui veut donc dire que les effets que vous avez pu ressentir il y a un mois, qui étaient quand même... voilà, de même que la nouvelle lune, celle qui était, on a vu, destinée à commencer à nous faire lâcher l'avoir pour l'être, elle n'a pas été piquée des vers, si je puis dire. C'était assez bizarre, avec tout un tas de situations, j'ai trouvé, qui étaient, pour moi ou que j'ai remarqué dans mon entourage, qui étaient assez variées et qui donnaient lieu à des drôles de questionnements qui n'étaient pas forcément intervenus depuis assez longtemps, mais qui sont revenus à la surface. Donc cette pleine lune, elle est pas anodine puisque c'est la dernière pleine lune d'une année 9. Donc une année 9, c'est-à-dire que c'est une année bilan 2016 et donc en numérologie ce qu'on appelle une année 9. Donc on a traversé une succession de portails. Et ce mois de décembre, il va y avoir quand même un certain nombre de dates importantes qu'on va voir, dont après la pleine lune, on va tomber sur le solstice d'hiver, qui va être assez en corrélation, on va le voir, avec nos énergies, et on va avoir Mercure rétrograde entre les deux. Donc, pas un truc très cool non plus pour avoir un joli positivisme. Bon, donc, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe pendant, je dirais, ces énergies qui se démontrent là? On a quand même une ouverture vers un espèce de bilan, une espèce d'introspection, une espèce de check. On va aller chercher finalement qu'est-ce qui s'est passé depuis 9 ans, depuis votre année 1, depuis l'année 1 surtout de Gaïa. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Quel est dans vos vies le positionnement de votre spiritualité? Comment est-ce que ce chemin d'ascension de Gaïa s'est aussi traduit dans votre vie? Parce que c'est pas votre année 9 forcément, alors peut-être que ça l'est aussi, hein. On est d'accord à ce moment-là, d'autant plus au niveau de cette énergie-là. Il y a eu quoi? En fait, le bilan de votre avancée à vous, est-ce qu'il a été concluant? Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que ça vous satisfait pas? Bon, donc ça c'est je dirais, l'année 9 qui va nous faire poser un certain nombre de questions. Et puis Gaïa, elle a des objectifs, entre guillemets. Ce changement se bascule entre cette matrice 3D, cette matrice 5D, dont on parle quasiment tous, mais qui effectivement on ressent le changement de paramétrage. Et ce mois-ci, on va nous dire, bon maintenant que vous avez un petit peu travaillé, vous avez compris ce que c'était que ce que vous avez, ou ce que vous n'avez pas, ou ce qui vous manque. Aujourd'hui, on va pas vous apprendre à vous passer du reste, non, c'est pas ça. C'est qu'on va vous dire, voilà, votre ego, comment il se positionne par rapport à ça? Comment il se positionne par rapport à votre spiritualité? Est-ce que chez vous, c'est quelque chose qui vous aide ou c'est quelque chose qui vous bloque? Voilà. Parce qu'en fait, l'ego, faut pas rêver, c'est le système d'exploitation du véhicule. Donc on en a besoin.
on a besoin ne serait-ce que c'est notre premier filtre. Alors ce qui va être intéressant, c'est on va avoir cette notion de filtre ce mois-ci. C'est-à-dire qu'on va voir, même au travers des tarots qu'on va voir à la fin, on va voir ces notions de voile qui apparaissent un petit peu dans toutes les religions. Les voiles, pourquoi il y a des voiles au fur et à mesure dans la 3D? C'est parce qu'on n'est pas capable de regarder la lumière de la 5D, parce que sinon on serait complètement cramé, volatilisé, brûlé, enfin ce qu'on veut. Et on ne peut pas supporter, je dirais, avec nos fréquences, d'être illuminé complètement. Donc on est obligé d'être reparamétré. Donc tout ce mois-ci, on va démarrer un cycle qui va être initié par ce solstice qui va nous demander d'aller chercher dans le fond. Et on va aller chercher dans le fond, on va aller chercher quoi? On va aller chercher ce qui reste et qui a été mal paramétré. Donc on va essayer d'aller chercher notre ego 2.0 entre guillemets, donc cet ego qui va être reparamétré pour la 5D. Alors, ce qu'on attend de cet ego New Age, entre guillemets, j'aime pas le terme, non, j'aime pas, stop, j'aime pas. C'est vraiment d'avoir cette notion de pilote exécutant des actions de l'âme. C'est-à-dire que c'est pas lui qui doit réagir, on lui demande finalement rien du tout, hormis le fait de pouvoir piloter notre inconscient qui est considérablement assaini normalement maintenant. C'est-à-dire que bon, il faut qu'il pilote le fait de nous montrer quand on va pas dans le bon chemin, nos ressentis, pour pouvoir nous donner les bonnes directions, nous piloter nos actions qui vont être dictées par l'âme, c'est-à-dire les actions soit d'attente de l'énergie yin, soit les actions je dirais dans la matière, des actions positives de l'énergie yang. En tout cas, lui, on ne lui demande pas son avis, on va lui demander juste de se positionner tel que l'âme le souhaite pour pouvoir avancer plus vite et surtout en fluidité. Donc c'est ça l'ego 2.0, c'est l'ego qui devient plus bloquant, c'est l'ego qui va devenir un outil, un facilitateur en fait. C'est lui qui normalement doit prendre l'ordre qui est donné d'en haut et le mettre à exécution de façon limpide et surtout complètement aligné. Il ne doit plus dépasser de nulle part en fait. Il doit vraiment être l'outil parfait pour pouvoir se positionner correctement en ayant compris et surtout en n'interagissant pas du tout avec les ordres d'au-dessus. Donc voilà, ça c'est notre bilan année 9 de Gaïa qui nous dit, voilà, il va y avoir ce type d'énergie. On va voir comment ça va se traduire. Et puis, il y a le solstice qui va arriver, donc le 21. Le solstice, c'est quoi? C'est la nuit la plus longue, donc physiquement et symboliquement aussi, puisqu'elle va nous demander d'aller chercher, on va le voir avec une conjonction assez lourde, hein, cette fois-ci Pluton-Mercure, qui va en plus passer rétrograde, donc qui va nous demander d'aller chercher, je dirais, tout ce qui est encore limite, croyances erronées, différentes limites qui nous empêchent encore de basculer vers la 5D. Donc d'aller chercher très très profond. Alors on est d'accord, ça peut être des limites croyances qui ont été acquises dans cette vie, ça peut être aussi des choses qu'on ne maîtrise pas et qui sont là depuis toujours parce que peut-être venant d'une vie antérieure ou appartenant à des, je dirais, des malformations de l'âme, c'est-à-dire l'âme qui a été abîmée à force peut-être de revenir et d'avoir des choses qui ont été très traumatiques, énergétiquement j'entends, il va falloir aller les chercher et on va nous expliquer tant bien que mal, parce que c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre, enfin moi j'ai la tête dure, hein, donc voilà. Comment aller les chercher, voilà, et comment surtout les ramener en harmonie avec nous-mêmes. Donc, on va commencer avec l'astro, maintenant. Cette pleine lune, elle a lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, à 22 degrés. Bon, donc ça va parler aux astrologues. Globalement, c'est pour vous signaler que les aspects dont je vais vous parler maintenant vont être clairement ressentis assez forts par les derniers décans du Gémeaux, du Sagittaire, et puis ceux qui sont à 90 degrés, d'accord?
donc dit en carré, puisque voilà, le carré c'est toujours un peu problématique, bien plus que l'opposition. Hein, on partage ça avec beaucoup d'astrologues, voilà. Qui sont évidemment la Vierge et le Poisson. Donc, dernier des camps de ces signes-là vont, je dirais, avoir des émanations un petit peu complexes de cette pleine lune. Mais globalement, comme je vous dis à chaque fois, cette pleine lune, elle est destinée à nous tous, en fonction de ce que nous avons à travailler, de notre niveau d'avancement chacun. Donc ça, c'est hyper perso. Il n'y en a pas qui sont en retard, il n'y en a pas qui sont en avance. C'est vraiment à chaque fois, on va prendre en fait des niveaux différents. Quand une énergie arrive, elle arrive sur tout le monde. Après, chacun va la traiter, va la traiter à des niveaux différents, donc va la traiter à son niveau de fréquence. Ça ne veut pas dire que plus on est élevé, plus on la traitera facilement, hein, parce que ça peut être des choses qui reviennent et qui sont petit à petit maltraitées, en tout cas pas comprises et pas intégrées. On va voir à la fin avec les tarots, justement, il y a un truc intéressant ce mois-ci avec l'énergie d'intégration qu'on va trouver grâce à la lettre hébraïque Fé, qui est la bouche et donc qui nous demande justement de pouvoir proférer la parole et justement cette parole juste qui intègre le travail et qui va intégrer justement euh, une énergie extrêmement travaillée et pure. Alors en attendant, cette pleine lune, elle a lieu donc à ce 22 degrés du Gémeaux, donc une pleine lune, c'est donc une opposition lunaire solaire qui va donc donner un espèce de coup de projecteur. Donc c'est le dernier coup de projecteur de l'année globalement. Et ce coup de projecteur, il va figer un certain nombre d'énergies qu'on va amener en 2017, parce qu'il faut bien comprendre que c'est la dernière pleine lune, mais la dernière nouvelle lune, elle va pas avoir lieu en 2017. Elle va avoir lieu le 29, je crois, de ce mois. Donc le check qu'on va faire maintenant là, cette semaine, va être emmené dans ce courant de solstice qui lui, en fait, il va dégager un certain nombre de choses pour faire place nette, en fait. Il va aller chercher pour dégager un maximum pour qu'on ait le plus possible de recharge énergétique à intégrer pour jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire qu'on va, enfin 31-21, on va commencer l'année solaire énergétique par le bélier, donc le 20 mars. Donc ça, évidemment, jusqu'à cette date-là, hein, qui est l'équinoxe de printemps, on va aller charger les nouvelles énergies donc qui vont nous demander de travailler après en 2017. Mais globalement, pour l'instant, on rentre dans une espèce de tunnel qui évacue l'ancien et qui va commencer à télécharger le nouveau logiciel, on va dire ça comme ça, ou la nouvelle mise à jour, la nouvelle application, pour qu'on puisse l'utiliser pleinement, je dirais autour de mars, début mars, un truc comme ça. Je vous ferai des vidéos pour 2017 et en fait on verra que il y a une stagnation en début d'année des énergies en fait et ça sera tout à fait normal. On finira par d'enlever des choses pour en remettre d'autres. Mais qui ne seront pas encore actives, puisque tant que vous n'avez pas démarré le logiciel, globalement, vous n'avez pas démarré le logiciel. Donc, vous le téléchargez, vous voyez que ça télécharge, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, voilà, il y a cette chose-là. Même si les choses vont continuer à s'accélérer, on voit tout ça. Et on va le voir aussi on va le ressentir notamment de façon très, très forte avec ce Mercure rétrograde. Alors, dans les dates qu'on va avoir pour cette pleine lune, qui vont être des dates importantes, on va avoir donc le 14, elle a lieu le 14, donc ok, là on démarre. Le 18, on a Mercure qui passe rétrograde à 15 degrés Capricorne. C'est-à-dire que Mercure, on va le voir, conjoint à Pluton pour cette pleine lune. Ce qui nous donne quelque chose qui est de l'ordre de l'obligation de transcender des idées hyper noires, des idées qui sont
pas cool du tout. C'est-à-dire que on risque d'aller plonger dans nos structures, parce qu'en plus c'est en Capricorne, hein, pour faire le truc assez drôle. Hein. On va aller chercher dans le signe de Saturne, donc le signe de la construction, de la base, de la fiabilité, des machins, etc. Et puis on va mettre un Mercure rétrograde conjoint Pluton là-dedans. Puis il va pas être tout seul, il va être carré, c'est-à-dire carré à une énergie d'expansion qu'est Jupiter, à une énergie positive. Jupiter, c'est l'optimisme pur. Voilà. Donc il va pas être très positif. Et il va être carré également à Uranus, qui va l'empêcher, il va y avoir une tension extrême. Et cette tension, en fait, il va falloir la transformer. C'est-à-dire qu'on va se sentir mal avec ce carré d'Uranus qui va taper sur Mercure. Et il va falloir transformer, aller au-delà de ces schémas, parce qu'en Capricorne, c'est les schémas, les croyances, les énergies limitantes, ce qu'on croit et qui nous fait pas du bien, hein, un truc qui est complètement coincé dans le fond, qu'on est sûr pourtant que c'est dur comme fer et que ça a toujours fonctionné. Oui, mais là, comme on passe en 5D, c'est un truc qui ne marchera plus. Donc, il faut absolument s'en séparer. Ça ne marchera plus. Donc, il faut le jeter. C'est ce qu'on a. En fait, c'est le démarrage qu'on a vu de lâcher l'avoir pour être. Ben, on continue. C'est-à-dire que là, on dit ce truc ne marche plus. Vous avez 50 millions de paris match du début du XXe siècle. Stop, jetez-les. Alors évidemment, il y a ceux qui vont dire, bah oui, mais moi, ça peut servir. Oui, ok, sauf que non, ça ne servira pas. On n'en a plus besoin. Donc ces dates, c'est le 18. Donc à partir du 18, ça veut dire que dès la pleine lune, globalement, vous avez un Mercure stationnaire. Alors un Mercure qui est stationnaire et qui n'est pas encore rétrograde, ça donne un truc qui est quand même pas cool, quoi, parce que vous pouvez avoir des retards, vous pouvez avoir des problèmes de transport, vous pouvez. Alors comme en plus il est dans l'axe Gémeaux, Sagittaire, pas Pluton, non, je me trompe, ça c'est la pleine lune, qui est dans l'axe Gémeaux, Sagittaire, c'est aussi il y a un lien avec le corps, il y a un lien avec la respiration, il y a un lien, alors d'ici là, à faire le pas pour sauter pour la pollution, on peut y aller allègrement, donc on peut se dire que la semaine prochaine, ça va continuer à nous embourber, en tout cas à nous poser tout un tas de questions justement sur cette pollution, donc d'autant que cette pleine lune est, est à peu près à 27 degrés vierge, donc on est dans un ascendant à 27 degrés vierge. Donc je dirais qu'il y a une notion de respiration, il y a une notion du corps, il y a une notion de la relation justement au quotidien, il y a une relation justement à tout ce qui est médical, etc. etc. Avec Jupiter, donc, qui est opposé à Uranus et qui est carré à ce Pluton Mercure, on va avoir clairement ces problèmes de respiration, ces problèmes de médecine, ces problèmes d'avocat ou de choses comme ça, qui vont venir en plus gréver notre mental et nos idées noires. On va dire que c'est pas des choses très positives. Donc on va certains d'entre vous qui ont pas mal de choses, qui peuvent avoir des choses au niveau du deuxième décan Capricorne ou deuxième décan Cancer, Balance ou Bélier, peuvent avoir aussi des choses qui sont compliquées, c'est-à-dire qui leur grèvent en plus le mental, qui ne voit pas de porte de sortie. C'est surtout ça, c'est l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie là-dedans. Alors qu'en fait, on vous met les limites, et on va le voir après, on vous met les limites pour que vous les dépassiez. On vous met les limites pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est juste un voile et qu'elles n'existent pas. Ces limites, elles n'existent pas. C'est vraiment une illusion. Ces limites, si vous posiez la question différemment, avec vraiment une façon complète de voir un autre angle en fait de vue, vous vous rendriez compte que ça n'existe pas. En fait, vous pouvez passer dessus facilement. Alors dans les autres dates, le 19, donc pas loin,
on a Mars qui va rentrer en Poisson, d'accord? Et puis, on a surtout le 21, donc je l'ai dit, le solstice avec l'entrée du Soleil en Capricorne, bien évidemment. Et donc après, on a le 25 pour Noël. On a Saturne qui va être au trigone parfait de Uranus. Donc on va se retrouver avec des possibilités de construction qui seront assez intéressantes. Donc là, on va avoir vraiment... Et des choses qui peuvent être un peu fulgurantes. Ça peut être des opportunités qui se présentent de façon super rapide et qui pourtant seront très fiables. Donc voilà, c'est vraiment à bien ressentir. Et puis le 26, donc le lendemain, on aura une opposition parfaite de Jupiter-Uranus, qu'on a déjà en opposition depuis pas mal de temps, mais là, à la fin du mois, le 26, elle sera totalement parfaite. Et puis le 29, on a une date importante qui est Uranus est rétrograde depuis un certain temps. Et là, il repassera direct à 20 degrés du Bélier. Donc on repart sur, je dirais, une action d'Uranus autour de la fin du mois qui va redevenir non plus interne, mais qui va vraiment redevenir assez normalisé, c'est-à-dire vraiment son potentiel, c'est d'agir dans la matière et de dynamiter un petit peu ce qui va pas, mais au niveau extérieur cette fois, et non plus au niveau intérieur. Donc on rentre aussi, ça veut dire que au niveau de cette pleine lune, Uranus va être également stationnaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est une phase où il sort de sa rétrogradation, il arrête de reculer et il va, visuellement, c'est un effet d'optique, il va arrêter de reculer et donc il va devenir complètement stationnaire. Et c'est à ce moment-là, en général, qu'on peut avoir des événements qui se déclenchent. Les charges intenses sont toujours sur ces événements, enfin ces jours qui sont un peu avant ou un peu après les dates soit d'arrêt, soit avant rétrograde, soit reprise, redémarrage. Voilà. Donc il y a beaucoup, c'est très chargé. C'est très chargé. Alors l'aspect le plus important de cette pleine lune, alors il est effectivement ce reparamétrage de l'ego, et donc à ce titre-là, effectivement, c'est ce carré hanté de Pluton-Mercure, cette conjonction Pluton-Mercure en Capricorne, qu'on vient de voir, qui va nous donner quand même pas mal d'idées noires. Mais là où on peut avoir des constructions qui suivent, c'est que cette pleine lune, donc cette opposition Soleil-Lune, Gémeaux, Sagittaire, cette super lune, le Soleil est conjoint assez fortement à Saturne. Et ce Saturne, lui, il va apporter, comme il est positif, il va apporter ses possibilités de construction en Sagittaire. Donc il a aussi, il est dynamique. Il va donner la possibilité de croire en des choses positives et de pouvoir sortir avec la foi, parce que le Sagittaire aussi c'est la foi, c'est vraiment le niveau de la religion. C'est quelque chose qui va nous porter, c'est la motivation, c'est l'allant, c'est l'entrain, c'est quelque chose qui va aller de l'avant. Donc on va avoir Soleil, Saturne, vraiment une illumination à ce moment-là, qui évidemment la Lune en phase va demander un équilibrage parce qu'il peut y avoir une sorte de frustration, une opposition Soleil-Lune, ce sont des frustrations qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'on se demande globalement comment au niveau du ressenti, on a l'impression d'être un peu broyé de l'intérieur, de pas pouvoir avancer, de pas pouvoir faire des choses comme on le veut, et puis en tout cas que quelqu'un nous a blessés, c'est surtout une blessure interne. Alors Saturne conjoint au Soleil, évidemment, peut donner des surcoups d'ego, surtout en Sagittaire, on n'est pas à l'abri. Mais il est quand même bien relié, ce Saturne-Soleil, il est bien relié d'un côté en sextile à Jupiter, donc il va vraiment bénéficier de cette énergie jupitérienne d'allant, de dynamisme, de croissance, etc. Donc vraiment,
si on se donne la peine de basculer ces limites qu'on va atteindre avec notre conjonction Pluton-Mercure rétrograde, il y a des nouvelles choses à construire qui vont être du domaine de la foi, qui vont être du domaine de nos croyances internes, mais beaucoup plus loin, beaucoup plus élevé, beaucoup plus vraiment une croyance en nous, en l'humanité, dans les autres, dans ce que ça peut nous apporter comme harmonie. Jupiter est en balance, donc il peut nous apporter vraiment une vision positive des autres, une vision positive de l'humanité globalement. Donc c'est pas si souvent quand même qu'on peut avoir ce genre de choses qui se produit, d'autant que Saturne Soleil sera en trigone, donc on l'a vu à Uranus. Alors après, dans les maisons que ça va impacter, on garde cet axe qu'on avait vu pour la nouvelle lune, qui est 2-8, donc les possessions, l'avoir, l'argent, machin, les dons. Donc il y a toujours cet équilibrage. Attention à avoir qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui me fait moi, qu'est-ce qui me constitue finalement. Je suis constituée de quoi? C'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, et est-ce que je suis en paix avec moi-même, et surtout est-ce que je peux mettre les autres en paix également, est-ce que je peux apporter la paix aux autres? Il y a ça aussi dans ce soleil Saturne, Trigone, Uranus en 8. Est-ce que je peux transformer les limitations des autres pour qu'ils atteignent la paix? Puisque, bon, après, il y a un carré à Chiron, donc le guérisseur. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un truc quand même. Le carré, c'est un aspect de tension, c'est un blocage. C'est un blocage. Donc c'est un truc à travailler, c'est une énergie à travailler qui va nous poser problème, qui va nous poser questionnement et qui va nous obliger à vraiment toujours encore une fois travailler cette idée que nous avons des limites et nous ne pouvons pas aller au-delà de nos limites. En fait, nos limites ne sont plus bonnes. La date de péremption de ces limites étant dépassée, il va falloir changer tout ça. Voilà. Donc, on a vraiment je dirais, vraiment pour cette pleine lune, tout un tas de possibilités de changer, d'autant que la lune noire, elle va être en trigone aussi à Chiron. Donc, vraiment, Chiron, en facilité, peut détruire également, laisser partir vos lunes noires, etc. etc. Et il y a aussi un aspect qui m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire que cette opposition lune-soleil, donc cette pleine lune, elle a lieu entre deux maisons. Elle a lieu entre la maison 3 et la maison 4, et de l'autre côté la 9 et la 10. Donc on se retrouve aussi à gérer la particularité du transgénérationnel et des relations familiales. Alors Soleil-Saturne en maison 4, c'est le père, opposé à la lune en 10, c'est la mère. Donc on a j'irais, mais c'est bien plus que ça, c'est le père symbolique, la mère symbolique, donc c'est vraiment, moi je le ressens plus, en plus en position, en axe Gémeaux-Sagittaire, je ressens plus ça comme vraiment aller chercher les limites et les croyances du transgénérationnel pour voir comment ça a impacté notre vie et pour voir comment on peut finalement les faire sauter avec Uranus. C'est ça, c'est les dynamiter, c'est les soigner avec Chiron. C'est mettre une action positive dans la matière avec Mars toujours en Verseau qui va nous ouvrir justement à ce schéma, cette possibilité de mettre une action quasi collective. Donc on est bien aussi sur une possibilité transgénérationnelle. Et puis on a aussi ce nœud de transit qui lui va aller en maison 11, donc maison uranienne, maison des amis, une maison un peu collective, des projets aussi, qui va donc nous permettre aussi de nous focaliser, voilà, d'aller chercher aussi de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je pense, ce mois-ci, où pendant toutes ces semaines-là qu'on va traverser, où il va falloir aller chercher ces croyances limitantes, ça peut être des croyances limitantes qui ne sont pas que limitantes pour nous, en fait. Ces croyances limitantes, elles peuvent être aussi limitantes pour nous, entre nous, et donc peut-être poser
des problèmes de transgénérationnels, peut-être. Des choses un petit peu compliquées au niveau du transgénérationnel, donc qui vont sortir. Donc des fois des conflits familiaux, attendez-vous à ce qu'il y ait des choses un peu... des vérités qui sortent en fait. Voilà, parce qu'avec Uranus là-dedans, c'est un petit peu l'impact brûlant de la vérité. Hein. C'est quelque chose où justement cette conjonction Mercure-Pluton ne va pas supporter le mensonge, ne va pas supporter la dissimulation. Là, on est sur le Neptune qui est encore conjoint au nœud sud, comme on l'avait vu en Poisson. Bon, et lui, il est toujours dans son axe 6-12, donc il est encore dans son axe de nettoyage. Il va encore chercher les choses des vies antérieures ou des choses encore un peu moches du nœud sud qui va nous sortir pour que justement on puisse nettoyer. Donc, je dirais que Neptune, lui, par sa position, il nous donne accès à l'inconscient. Et Mercure, le mental et l'ego, par le potentiel de transformation qu'on a actuellement, nous donne la possibilité d'aller chercher tous ces schémas limitants, de voir en quoi ils nous concernent nous, et ils concernent aussi les autres. Et moi, je crois vraiment à ce schéma transgénérationnel. Et la maison 3 et la maison 9, le 9 c'est la spiritualité, mais le 3 c'est aussi les frères et sœurs. Donc, en tout cas, c'est la fratrie, les amis proches, enfin les gens très proches, donc les oncles et tantes. Donc, pour moi, il y a ce mois-ci, j'arrive pas à me dire qu'il n'y a pas de truc familial. Il y a un truc transgénérationnel. Et pour moi, vraiment, ce que j'entends, c'est du transgénérationnel à solder. Ce qui serait pas illogique d'ailleurs, puisque on a fait beaucoup de choses pour nous, mais on existe aussi avec les autres, parfois dur, mais voilà. Et, et voilà, pour moi, il y a du transgénérationnel à solder. Donc, s'il y a des apparitions, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est pas forcément le bon mot, mais Mercure doit commencer à être rétrograde et je les cherche. S'il y a des survenances de conflits qui sont pourtant enterrés depuis longtemps, ou des histoires de famille enterrées depuis longtemps, ou cherchez, parce que vous allez trouver. Et vous allez trouver de quoi justement lever peut-être des choses, des blocages que vous avez depuis longtemps et qui vous ennuient, vous bloquent, vous mettent dans des situations inextricables que vous ne comprenez pas. Et là, vous allez avoir cette fois-ci la possibilité d'aller les chercher et de pouvoir les solder. Et c'est ça que je vois moi. Et je pense que là, on est sur quelque chose qui est tout à fait intéressant. Voilà, globalement pour l'astro, c'est ce que je pense. Alors, puisque là, on a passé notre climat introspectif, et on va battre notre ego 2.0. Alors, maintenant, je voudrais faire une aparté pour vous montrer qu'en fait, ces énergies de transformation des limites, et de nos limites intérieures et de notre univers intérieur de 3D qui ne fonctionne plus et qui est en passe de tomber en panne pour aller vers un nouveau paramétrage, donc vers notre ego 2.0, on les retrouve dans d'autres, quel que soit le support. Parce qu'en fait, c'est pas le support qui est intéressant, c'est l'énergie qui est véhiculée. Donc je me suis amusée à aller chercher les énergies pour voir, sur d'autres supports, pour voir ce que ça donnait. Voilà. Ce que ça donnait par rapport à ce qu'on vient de voir. Bon, là, on en a parlé. Donc, en fait, cette pleine lune, elle a lieu le 14-12-2016. Donc, je me suis dit, tiens, en numéro, je vais regarder. Et ça donne, quand on fait 14, plus 12, plus 2016, alors moi j'ai additionné le 14, ça fait 5, plus 12, donc 3, et plus 9, et ça fait 17. Ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Pourquoi ? Parce que le 17, je vais vous le sortir. Le 17. Alors, le 17, je commence par le tarot de Marseille. Hein, parce que pour moi, c'est une évidence, hein, le tarot de Marseille. Le 17, voilà, c'est l'étoile. C'est l'étoile. D'accord ? Et l'étoile, qu'est-ce qu'on voit dans l'étoile, en fait ? En fait, on voit, je suis polio, hein, excusez-moi,
on voit une jeune femme qui va verser de l'eau, qui va continuer à alimenter à partir de brocs qui sont rouges. Donc vous avez tout un code couleur, le bleu c'est évidemment la spiritualité, et qui amène sa propre spiritualité par rapport à son expérience qui est le rouge, d'accord, la matière, et donc le vert c'est évidemment derrière les arbres et c'est la matrice et tout ça. Et on est sur quelque chose, l'étoile c'est la vérité toute nue. C'est la vérité pure, c'est quelque chose qui nous a demandé une grande spiritualité. C'est l'espoir aussi, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Donc on y va bien, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, on y va bien à cette histoire d'amour inconditionnel. On est vraiment, je dirais, très, très lié à cette étoile qui, elle, va pouvoir déverser son espoir dans l'humanité, qui va pouvoir ne plus rien cacher. C'est vraiment quelque chose où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas de dissimulation. Donc on retrouve vraiment notre volonté d'aller vers l'essentiel, d'aller vers la pureté, d'aller vers la vérité, d'aller vers quelque chose qui est autre. On voit les étoiles de la 5D, on voit les étoiles de l'univers, on voit qu'on va vers ailleurs. Et vraiment, on a quelque chose qui est un chemin. C'est-à-dire que l'étoile, on voit, c'est pas pour tout de suite, mais on nous demande d'aller là, on nous demande d'aller vers vraiment le dépouillement absolu du superflu. Encore une fois, lâcher la voir pour être, on dirait qu'elle a tout lâché. Hein. Donc, et cette spiritualité qui coule, c'est vraiment quelque chose qui doit amener au collectif la spiritualité de chacun. Elle fait couler sa spiritualité. Voilà. Elle amène toute son expérience de la matière vers la spiritualité de tout le monde. Donc il y a une sorte de reliance aussi qu'on nous demande et qui est encore là, qui est déjà là, qui va être de plus en plus alimentée par nous tous pour cette reliance, je dirais, du collectif, qui est vraiment très, très, très importante et qu'on nous demande. Alors, ce 17, en numérologie, on peut le pousser au 8. Et 8, c'est la justice. Alors on est toujours dans la justice vers quelque chose d'absolu. D'accord? La justice, elle est statique, elle rigole pas, hein, elle a le glaive, la pesée, donc il faut être juste. Juste avec soi-même, juste avec les autres. Bizarre, c'est ce qu'on disait l'autre jour, qu'on nous demande. Juste vis-à-vis de nous-mêmes, avoir des paroles justes, avoir des actions justes, avoir voilà, ce à quoi on est confronté et qui nous fait avancer dans la matière, c'est vraiment, on a la possibilité, avec ce glaive de la justice, d'enlever ce qui est superflu, d'enlever ce qui sert à rien. D'accord? Là, le manteau, c'est le manteau de la bienveillance. L'hermite aussi, là, un manteau de la bienveillance. D'accord? Et on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire bienveillant avec soi-même, mais bienveillant aussi avec les autres. Cette notion aussi qu'on voit d'aller enlever les choses qui sont superflues, de ne pas les garder, de vraiment d'avoir quelque chose qui soit équilibré. La justice, c'est ça. Elle a sa balance et elle nous demande d'être équilibrée. Et il y a cette histoire de voile à l'extérieur. Il y a vraiment, vous voyez que derrière elle, il y a une sorte de voile sur son trône, un dossier, en fait, qui la coupe de ce qu'on peut voir derrière. D'accord? Qui est probablement le temple. Donc, elle est gardienne de quelque chose. Elle est gardienne. Elle a enlevé les choses et avant d'aller plus loin, il y a des choses à enlever. On ne peut pas aller plus loin sinon. Et c'est assez intéressant parce que dans le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia, que j'adore, on tombe le 17, c'est la lettre Fée.
Alors, la lettre F. La lettre F, c'est la bouche. C'est la bouche avec la parole qu'elle... j'aime pas mes cheveux. Qu'elle véhicule. Pardon, excusez-moi. Qu'elle véhicule. Et on voit ça notamment, Annick de Souzenel en parle super bien. Elle dit, ben voilà, ce qu'on veut, c'est de la parole pure, c'est la parole vraie, c'est de la parole qui a été, la bouche à ingérer tout ce qui devait être transformé. Donc pour nous, elle dit, c'est comme un aliment. En fait, pour devenir vraiment pur, cet aliment, il a été totalement transformé. Donc elle dit la vérité, on l'avale, la salive va venir l'attaquer, ça va être dégradé, puis ça va être digéré et totalement intégré pour faire du neuf, pour nous changer, pour pouvoir nous mettre, je dirais, dans un état meilleure version de nous-mêmes, comme on entend souvent. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'équilibre, d'ingestion d'un aliment, d'ingestion vraiment d'un élément qui va nous changer de l'intérieur. Donc c'est un peu la même énergie, c'est assez intéressant. Et puis quand on fait aussi l'addition du 1 plus 7, on tombe sur le 8, qui est le het. Et le het, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est une sorte de barrière. Et je vous disais, avec la justice, on ne peut pas aller plus loin. Et là, on va voir, c'est le gardien du seuil, en fait. On se retrouve avec une espèce de porte qui va nous demander un travail, qui va nous demander de pouvoir être au niveau du seuil qu'on veut franchir. Et c'est un peu... Alors, il y a d'autres portes. Là, on voit que la porte de la matière, le 4 de Dalet, c'est une porte de la matière. C'est-à-dire que pour pouvoir passer, on a déjà cette chose qui est de passer sous cette porte de la matière et qui est, voilà, qui va nous demander de pouvoir être à la hauteur, d'accepter une matière, de l'avoir purifiée. Ici, c'est vraiment... on est sur du 8, et donc le 8, donc là il y a une notion de voile aussi, le 8, de force de motivation. Il faut arriver à travailler sur cette porte, sur ce seuil pour purifier. Et donc il y a une histoire de feu, il y a une histoire de karma, de purification. Donc, et donc, c'est la barrière, l'obstacle. Donc on a bien quelque chose qui nous empêche de passer si on n'est pas au niveau. Et quelque part, c'est l'épreuve qui va venir nous chercher, donc l'ombre qui va venir nous attraper pour pouvoir attraper la lumière qui va sortir de l'épreuve. Et c'est là où on dit qu'effectivement, l'ombre va travailler pour la lumière. D'accord ? Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que ce het, il correspond à la vue. Donc il y a toujours comment voir nos limites, comment voir nos schémas, comment voir ce qui nous bloque et qui doit être transformé en fait. Donc on retire bien une sorte de voile pour pouvoir voir. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose là-dedans qui nous demande de déposer nos limites, nos croyances, pour pouvoir à la fois être et agir. Agir en enlevant ce voile et prendre conscience des croyances, et être, parce qu'il faut vraiment être à notre fréquence pure pour passer le seuil. Sinon, on ne peut pas passer le seuil. Voilà. Et ce qui est marrant aussi, ce qu'on peut voir, c'est que il y a une sortie par en bas. Cette sortie par en bas, elle me fait penser à notre conjonction Pluton-Mercure, qui va nous demander une sortie par en bas, si on peut dire. Ça me fait aussi penser à une sorte de renaissance. Quand on sort par en bas, en fait. Donc une sorte de nouvelle naissance. Donc on est bien dans le passage de la 3D à la 5D.
On sort par en bas, on va aller chercher ce qui doit être cherché pour le transmuter. Et ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la fusion des contraires. On est en train de retrouver notre unité là. On est en train d'ingérer avec P, on l'a vu, fait, on l'a vu, voilà. Et on est en train de passer quelque part à cette lettre-là, qui est le fait final, qui est ni plus ni moins que le verbe divin, qui nous demande en fait de fusionner les contraires, avec le 8, on passe par finalement, c'est le cube. Au départ, c'est 2 au cube, hein, quelque part. Donc en mathématiques, coco maman. 2 au cube, c'est le premier solide platonicien, avec ses 8 sommets. Donc on est bien en train de dire, on passe d'un niveau à l'autre. On n'est plus niveau 2, 2, 4. On est niveau 2, 2, 2, 8. 2 au cube. Donc on a vraiment quelque chose qui est en train de changer. On nous explique que l'axe est en train de tourner et que ce 2 au cube, finalement, il est de cet hexaèdre, ce cube, vous l'appelez comme vous voulez, Euclide a fait des trucs dessus, hein, notre géométrie de base, il a écrit aussi des choses sur les solides platoniciens. Et c'est vraiment, on se retrouve avec le 8 étant vraiment celui qui lie les deux univers. On se retrouve avec la table d'émeraude, le 8, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc on a bien encore Thoth, Hermès qui reviennent sur le devant. Et puis, ne serait-ce qu'en architecture, on se retrouve encore avec ce 8 médiateur entre la terre et le ciel. Pourquoi ? Parce que quand vous avez, ne serait-ce qu'en architecture dans les vieilles églises, très vieilles, hein, bien avant le gothique, on a la base carrée avec la coupole qui était censée représenter le ciel, et cette coupole était octogonale. Donc on avait bien 8 au-dessus du 4. Et parce qu'en fait, donc on a bien quelque chose qui est de valeur vraiment christique, quoi. Le médiateur entre la terre et le ciel, c'est bien le 8. Et on se retrouve encore avec nos solides platoniciens et notre valeur du 2 au cube. Le 8, c'est aussi la sagesse. On se retrouve, donc évidemment, on passe de la matière, on ingère la matière pour la transmuter. Donc quelque part, il y a une sagesse dans ce 8 de la justice. Il y a une sagesse qui dit que on passe forcément là-dedans par la matière, donc la vie, qui intègre je dirais, le mal, le péché, enfin ce que vous voulez. Et derrière, on se retrouve, je dirais, associé au ciel, donc une sorte de miséricorde, une sorte de transmutation. Donc on est en train de passer, on est au milieu du 8 en fait. D'ailleurs le 8, quand tout le monde sait, hein, c'est l'infini, le signe de l'infini. Donc on est en train, je pense qu'on est au milieu des 2 boucles. En fait, ça me donnait une idée comme ça. Bon, j'espère que je vous ai pas tous perdus, que je suis pas complètement... c'est vrai que c'est très long, 48, oh là là. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente pleine lune, dernière pleine lune. Soyez vraiment vous-même. Intégrez bien toutes ces énergies. Notez bien les choses qui vous arrivent pour voir un petit peu quels seront sans doute les premiers axes qui arriveront sur le 2017. En tout cas, moi je vais vous retrouver juste avant 2017 pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune qui sera vraiment à cheval entre les 2 années, donc on en parlera et on verra pourquoi. En attendant, je vous souhaite plein de courage, visez vraiment
vos croyances limitantes et puis ne les laissez pas s'encastrer dans votre mental, libérez-les surtout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.